Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de vous présenter les 6 modules du programme Principes fondamentaux du mentorat dans le cadre des webinaires du Centre des mentors CPA. La séance d'aujourd'hui est consacrée au premier module, Introduction au mentorat. J'aimerais tout d'abord présenter l'auteur de ce programme, Steven Friedman. Depuis une vingtaine d'années, il se consacre à l'encadrement de dirigeants et à l'accompagnement professionnel et à la formation en matière de leadership et d'habileté de gestion, de cheminement de groupe et de perfectionnement des équipes, d'apprentissage organisationnel et de ressources humaines. Steven se spécialise dans l'enseignement aux professionnels de gestion de ce qu'on appelle généralement les communications interpersonnelles. Ces communications sont bien sûr au cœur du travail d'encadrement de dirigeants et d'accompagnement professionnel, mais aussi du leadership, de la gestion et de presque tout ce qui est entrepris dans les organisations. Il travaille aussi comme consultant en gestion des ressources humaines et en cheminement de groupe, surtout comme enseignant et formateur. Il aide également des particuliers dans leur cheminement professionnel, notamment pour ce qui concerne les transitions de carrière, et il tente surtout de les amener à faire des liens entre ce qui les intéresse et le travail qu'ils font. Steven trouve de plus en plus le temps d'enseigner à l'école de gestion Schulich de l'université York. Il y donne depuis 2000 des cours sur le comportement organisationnel, la gestion des ressources humaines et le leadership, dans le cadre des programmes de premier cycle, d'administration des affaires et de MBA. Dans tout ce qu'il fait, ce qui lui tient le plus à cœur est de permettre aux gens de découvrir la valeur des compétences d'ordre supérieur, qu'on appelle parfois les compétences générales ou compétences relationnelles. Aujourd'hui, et tout au long des 6 modules, nous allons examiner l'acquisition de ces compétences sous 2 angles. Comment vous aider, vous, en tant que mentor, à acquérir les nouvelles compétences d'ordre supérieur, et surtout comment communiquer aux mentorés l'importance de ces compétences en matière de leadership et de gestion. Dans ces 6 modules, nous allons examiner la question sous ces 2 angles. D'une part, l'acquisition de ces compétences par le mentor, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler la métacomposante de cet apprentissage, c'est-à-dire la transmission au mentoré. Voilà en gros notre programme. Voici maintenant le contenu des 6 modules. La séance d'aujourd'hui sera une introduction au mentorat et je reviendrai sur son contenu plus en détail. Le module 2 portera sur les contextes d'application du mentorat, en particulier le mentorat en vue de l'amélioration de la performance. Au module 3, nous aborderons l'accompagnement professionnel, plus précisément dans l'optique de communiquer aux mentorés la valeur des compétences d'ordre supérieur pour élargir leurs perspectives de carrière et leurs possibilités d'avancement. Au module 4, nous examinerons de nouveau certains contextes d'application particuliers en nous penchant sur les outils du mentor. Au module 5, nous verrons un autre ensemble d'outils et de compétences utiles au mentor. Finalement, le dernier module sera consacré aux défis liés au mentorat et à diverses situations qui pourraient se présenter dans la pratique. J'espère être en mesure d'anticiper certaines des situations et certains des défis que vous rencontrerez, et aussi de répondre à vos questions. Passons donc au contenu de notre premier module. Ma formation d'universitaire m'amène souvent à commencer en donnant quelques définitions. Or, il n'est pas toujours facile de définir clairement ce que sont le mentorat et le rôle du mentor. Une bonne façon d'utiliser ce qu'est le mentorat consiste à se demander pourquoi on y a recours. Quelle est l'utilité du mentorat du point de vue des mentors, de celui des mentorés, les personnes que vous encadrerez, et enfin du point de vue des organisations, tant celles pour lesquelles vous travaillez que celles pour lesquelles vous ne travaillez pas. Comment toutes ces parties intéressées profitent-elles du mentorat et comment peut-il répondre à leurs besoins? J'ai constaté dans ma pratique qu'il est essentiel d'expliquer ce qu'est un mentor et ce qu'il n'est pas, parce que nous confondons souvent cette fonction avec d'autres fonctions que nous pouvons être amenés à assumer. La pratique du mentorat est à la fois très intéressante et très gratifiante.
Parfois, dans l'enthousiasme de la démarche, et sans le vouloir, les mentors vont un peu trop loin et empruntent des avenues qui ne s'apparentent davantage à la thérapie et à l'analyse qu'au mentorat, ce qui n'est pas souhaitable. Nous en reparlerons davantage. Nous allons aussi voir divers contextes d'application du mentorat dans les organisations et dans le milieu des affaires. Nous examinerons divers rôles, celui de mentor externe, de mentor interne, de gestionnaire mentor et surtout votre propre rôle en tant que mentor. Alors, qu'est-ce que le mentorat au juste? Quels sont ses principaux objectifs et ses principales caractéristiques? Le premier point de cette diapositive est sans doute la meilleure définition de base du mentorat. C'est un processus d'apprentissage confidentiel, axé sur les résultats et hautement personnalisé. Examinons cette définition un élément à la fois. Premièrement, l'aspect confidentiel, qui est un élément clé. Le mentor n'est pas une taupe ou un espion qui fait un rapport à un patron ou un professeur, une organisation, mais il reste que le mentorat est par définition confidentiel. Et c'est cette caractéristique qui permet aux gens de s'ouvrir et d'acquérir des compétences d'ordre supérieur en leadership et en gestion. Par exemple, si une personne veut améliorer sa capacité à bien communiquer avec ses collègues, elle ne vous parlera peut-être pas de ses difficultés si elle n'est pas convaincue que le processus sera confidentiel. Les gens hésitent à révéler leurs faiblesses s'ils pensent que la personne à qui se confie ira tout raconter. Le mentorat est donc confidentiel. Deuxièmement, c'est un processus axé sur les résultats. Le mentorat est fondé sur la prémisse qu'il est possible d'améliorer le comportement des gens en les encourageant à agir et se conduire différemment. Le but ultime du mentorat n'est ni la prise de conscience, ni la compréhension, ni l'analyse. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit plutôt d'obtenir des résultats. Par exemple, si l'un des objectifs que le mentoré veut atteindre est d'être un meilleur communicateur, les résultats que vous viserez seront des communications plus efficaces. Nous visons des résultats qui motivent les gens à atteindre leurs objectifs en tant que gestionnaire et leader. Le mentorat est donc résolument axé sur les résultats. Troisièmement, le mentorat est un processus d'apprentissage très personnel. En d'autres termes, il se distingue d'un cours, même d'un cours comme celui-ci, qui propose un ensemble de choses à apprendre. Dans une démarche de mentorat, il se peut que nous ayons un certain nombre de choses à communiquer au mentoré, mais nous le faisons dans un cadre d'apprentissage personnel, au sens où le contenu à communiquer et les objectifs sont conditionnés par la relation entre le mentor et le mentoré. Deuxième point de la diapositive, le mentorat ne vise pas à changer les gens. Il vise plutôt à optimiser les talents qui existent déjà. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois fermement, d'expérience à l'appui, que les gens possèdent déjà des compétences dans bien des domaines que nous allons aborder aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous possèdent peut-être déjà ces compétences, mais l'important est d'être capable de les transposer d'un contexte à l'autre. Par exemple, il se peut que, en tant que mentor, vous soyez un excellent communicateur dans votre vie professionnelle, mais qu'il en aille autrement dans votre vie personnelle ou encore dans vos relations avec vos clients. Dans ce cas, nous chercherions à vous aider à faire dans un autre contexte ce que vous faites déjà bien dans un contexte donné. La prémisse de l'exercice de mentorat est que le mentoré possède déjà de multiples capacités. Il s'agit de s'appuyer sur ses forces pour accroître son efficacité professionnelle, plutôt que de chercher à le transformer en une personne qu'il n'est pas. Comme vous le savez peut-être, plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment changer les gens. Mais on peut prendre appui sur leurs forces. En fait, j'aime dire à la blague que les seules personnes qui croient pouvoir changer les autres sont les nouveaux mariés. Troisième et quatrième point de la diapositive, le mentorat vise à accroître la performance et l'efficacité. Il devrait vous permettre d'examiner les objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie et élever la barre. Il repose sur quelques éléments de base, dont la confiance en soi. La meilleure façon d'aider le mentoré est de l'amener à prendre ses prises de conscience. Qu'est-ce que ça signifie?
Nous en parlerons davantage au fil des modules, mais disons pour l'instant que c'est la capacité d'examiner ses réalisations, ses objectifs, ses pratiques, ses compétences et son travail, et de voir qu'on doit travailler sur certaines choses, qu'on peut s'améliorer à certains égards. L'introspection y joue un rôle important. La prise de conscience permet d'accroître son efficacité en établissant des objectifs d'amélioration précis. Autrement dit, nous devons axer notre pratique de mentorat sur la définition d'objectifs clairs. Il est utopique de penser que les quelques heures passées avec un mentoré nous permettront de couvrir tous les aspects du leadership et de la gestion. La pertinence du mentorat repose sur les objectifs que nous définissons avec le mentoré à la lumière de son expérience. Il s'agit d'établir et de mettre en œuvre un plan d'action personnel. Il ne s'agit pas d'exposer des idées et des théories, de philosopher et de discourir. Nous parlons ici d'un plan d'action. Une grande partie de votre travail de mentor est d'encourager votre mentoré à agir pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Nous reviendrons sur quelques outils pratiques faciles à utiliser qui faciliteront cette démarche. Ensuite, le mentorat vise à encourager les gens à exprimer et à remettre en question leur conception d'eux-mêmes, des autres et de leur propre situation. Évidemment, ceux qui pensent que tout ce qu'ils font est formidable et que toutes les difficultés qui se présentent viennent de l'extérieur ne tireront pas grand-chose d'une démarche de mentorat. En tant que mentor, nous devons encourager les gens à examiner leur conception d'un œil critique. C'est ce que je fais avec mes étudiants du MBA. Ils arrivent en classe très enthousiastes à l'idée d'apprendre et de devenir de meilleurs gestionnaires, dirigeants d'entreprise ou entrepreneurs, mais un de leurs plus grands défis sera d'apprendre à se remettre en question. Je leur dis que le seul moyen d'apprendre et d'acquérir des compétences est de voir et d'admettre leurs erreurs. Et c'est vrai pour le mentoré comme pour le mentor. Le meilleur moyen de transmettre ce message au mentor est de leur dire « Ayez tort et vous apprendrez. Ayez raison et vous serez le défenseur d'un point de vue, mais pas un mentor. » Dans la vie, il y a toutes sortes d'occasions de défendre son point de vue, de prendre position. Mais comme mentor, il est essentiel de remettre en question notre façon de voir les choses et d'encourager cette remise en question chez les gens. Changer les comportements, les façons de communiquer et même parfois les objectifs de carrière. Voilà le but ultime du mentorat. Passons maintenant aux approches que nous pouvons employer dans les démarches du mentorat. Car même si on peut communiquer des notions théoriques dans le cadre de ces démarches, la théorie n'y occupe pas une grande place. Le processus de mentorat n'est pas surtout théorique, il serait plutôt de l'ordre du comportement. En d'autres mots, nous cherchons à faciliter des changements de comportement chez le mentoré avec qui nous travaillons. Il s'agit d'explorer ces changements dans le contexte des situations réelles, des relations que nous entretenons, des fonctions que nous assumons, des projets que nous réalisons et des procédures que nous utilisons déjà. L'un des aspects intéressants du mentorat, c'est qu'en fait, le mentor aide le mentoré à acquérir les compétences dont il a besoin et qu'il a choisi d'acquérir en fonction du travail qu'il a fait déjà. Plutôt que de lui parler de façon abstraite des contextes de gestion ou de leadership, le mentor se concentre sur ce qu'il pourrait appeler des histoires et des exemples qui proviennent de l'expérience du mentoré. Ce sont ces récits et ces exemples inspirés du monde réel qui permettent de tirer le meilleur parti de la démarche de mentorat. Nous utilisons aussi l'une des approches les plus importantes et les plus efficaces qui soient en matière d'apprentissage et de changement, la réflexion. La réflexion suppose qu'on observe ce qu'on fait, qu'on examine rigoureusement avec un esprit critique et qu'on se pose des questions importantes. Par exemple, si je veux convaincre quelqu'un qu'un point de vue X, ma réflexion sera la suivante. Est-ce que je l'ai convaincu? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je peux me rappeler, cerner et décomposer les comportements que j'ai adoptés pour pouvoir éventuellement les modifier et les transposer dans un plan d'action pour l'avenir? L'un des aspects essentiels de la réflexion est la capacité de recadrer les choses. Il faut repérer ce qui se trouve sur notre chemin, personnes, processus, contexte culturel et expérience, puis trouver parmi ces éléments ceux que nous serions portés à considérer comme des obstacles et tenter de les concevoir d'une autre façon en nous demandant ce que nous pouvons en apprendre.
Nous savons tous que nous apprenons de nos erreurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment apprend-on d'une erreur? Comment nous, les mentors, pouvons-nous amener les mentorés à recadrer les situations vécues? C'est en bonne partie ce que nous allons examiner dans le cadre de notre programme. Alors, qu'est-ce qu'un mentor et qu'est-ce qu'il n'est pas? Voici une belle petite liste, mais commençons par dire que le véritable rôle du mentor est celui d'un éducateur. Le mentor est quelqu'un qui enseigne à partir de son expérience, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a appris, qui éduque et qui instruit la personne avec laquelle il travaille. Évidemment, dans ce processus, il faut que le mentoré soit en mesure d'exprimer certaines des difficultés qu'il éprouve. Votre rôle en tant que mentor est donc aussi celui d'un conseiller fiable qui peut guider le mentoré. Dans votre cas particulier, il s'agira d'un étudiant, grâce au lien de confiance et à la relation confidentielle qu'il a établie avec lui. Votre rôle consiste à dévoiler de nouvelles perspectives. C'est ce que j'appelle parfois éclairer les coins d'ombre. Autrement dit, si une façon de voir les choses n'a pas été envisagée dans une situation donnée, voilà pour vous une occasion parfaite de proposer un éclairage différent et de demander au mentoré s'il a considéré les choses de ce point de vue-là. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de notre interlocuteur et nous en traiterons longuement au cours du programme. Lorsque vous aurez à examiner des difficultés éprouvées par votre mentoré, il se peut que celui-ci ne perçoive pas sa part de responsabilité. Supposons par exemple que vous voulez l'aider à parfaire les compétences en leadership et sa capacité à influencer les autres. Le mentoré dira parfois « J'exerce très bien mon influence, mais les gens ne m'écoutent pas ». Évidemment, ce n'est pas une façon très productive de voir les choses, parce que, on l'a vu, on ne peut pas changer les autres. Dans ce cas, jeter un nouvel éclairage pourrait consister à lui suggérer qu'il y a peut-être une leçon à tirer de ce constat, pour qu'il cherche à comprendre le comportement de ses interlocuteurs et à entrer en relation avec eux différemment. Et je rappelle ici que pour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs, il est important de ne pas imposer vos propres objectifs et votre conception des choses. La démarche doit reposer avant tout sur leurs objectifs. Vous devez être un collègue pour lui. Vous pouvez lire sur la diapositive « Voilà ce qui a fonctionné pour moi ». C'est là une façon intéressante de voir les choses. Je vais vous donner un exemple. Personne ne reçoit plus de conseils que les nouveaux parents. Mais ma femme et moi avons observé au fil des ans que lorsqu'on donne à de nouveaux parents des conseils sur l'éducation des enfants, ils se rebiffent. J'ai remarqué que si l'on change la manière de donner les conseils, les gens sont plus réceptifs. En d'autres mots, au lieu de dire au mentoré « voilà ce qui vous permettra d'influencer votre patron », nous pourrions lui dire « vous savez, je ne suis pas certain que ça fonctionne pour tout le monde, mais ça a bien fonctionné pour moi. » Ou encore « ceci n'est pas la vérité absolue, je vous soumets simplement un moyen qui a marché pour moi. » Cette façon de procéder permet d'atteindre deux objectifs. D'abord, elle permet d'éviter de dispenser des vérités universelles, car une même approche ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Et surtout, elle permet au mentoré d'être plus réceptif aux conseils que vous lui aurez donnés. Comme mentor, j'ai trouvé que cette méthode fonctionnait très bien. Par ailleurs, le mentor n'est ni un thérapeute ni un psychologue. Peut-être avons-nous un psychologue dans le groupe d'aujourd'hui, mais je ne crois pas. Rappelons simplement qu'un des plus grands défis du mentor, interne ou externe, est de bien cerner son rôle. Il est emballant de sentir qu'on peut analyser et comprendre quelqu'un, c'est fascinant. Tout le monde a ce besoin universel de juger l'autre, de l'analyser et d'en tirer de l'estime de soi. C'est un sentiment très agréable de s'imaginer en thérapeute. Mais je vous mets en garde contre le danger d'agir en thérapeute. D'abord, ce n'est pas votre rôle, et ensuite, si vous analysez les autres, vous mentorez, et si vous donnez l'impression de le faire, vous vous heurterez à leur résistance. Ils n'apprécieront pas. Personne ne veut être l'objet d'analyse, à moins d'avoir choisi d'aller en thérapie. Et même dans ce cas, il arrive qu'on n'aime pas ça. Enfin, vous n'êtes probablement pas qualifié pour ce faire. Ce n'est pas votre domaine de spécialité et ce n'est pas le rôle du mentor. Le mentor est un conseiller, un éducateur et un collègue. Ce n'est pas une figure d'autorité parentale, une maman poule ou un papa poule, dont le rôle est d'exprimer le fonctionnement du monde. Pourquoi pas ?
parce qu'une telle attitude se heurtera à un mur de résistance. Vos étudiants seront vraisemblablement moins avancés que vous dans leur carrière et ils pourraient vous percevoir comme un vieux radoteur. Les gens ne sont pas très réceptifs aux discours de type « dans mon temps » qui ne sont pas propices au conseil. Votre rôle n'est pas non plus de critiquer. Examinez les résultats. Si un mentoré que vous aidez à atteindre un objectif précis dans son travail ou sa carrière n'y parvient pas, il ne sert à rien de le critiquer en lui rappelant son échec. Premièrement, il le sait déjà. Deuxièmement, la critique le mettra sur la défensive, ce qui constituera un obstacle à l'apprentissage et ira de fait à l'encontre de vos propres objectifs. Le mentor n'est pas non plus un médiateur. Prenons un exemple. Votre mentoré vous dit qu'il a un problème avec son patron ou avec un collègue. Vous pourrez être tenté de vous asseoir avec les deux parties pour tenter de résoudre le problème. Ne cédez pas à cette tentation. Votre rôle en tant que mentor consiste à faire entrevoir de nouvelles perspectives et peut-être à proposer au mentoré de nouveaux comportements pour lui permettre de régler lui-même ses problèmes. C'est la vieille idée du poisson qu'il faut apprendre à pêcher. Votre rôle est donc d'aider le mentoré à se prendre en main, mais non d'agir comme un médiateur. Je vous rappelle de nouveau qu'il ne s'agit pas de promouvoir vos propres objectifs et votre propre façon de penser. Il est très important que la démarche soit axée sur les objectifs de la personne que vous accompagnez. Dans certaines situations, le mentor peut être le supérieur ou le patron du mentoré, mais ce ne sera généralement pas le cas. Quoi qu'il en soit, vous ne devez jamais vous considérer comme le supérieur ou le patron du mentoré. Tâchez d'instaurer une dynamique collégiale qui facilitera beaucoup les choses et fera toute la différence. J'ai déjà mentionné que nous allions voir comment le mentorat répond aux besoins de tous les intervenants. Mais demandons-nous d'abord pourquoi nous avons recours au mentorat. Quelle est son utilité pour l'organisation? Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit de l'organisation dans laquelle travaille le mentoré. Si j'ai bien compris, en général, les étudiants que vous allez encadrer ne travailleront pas dans la même organisation que vous. De toute manière, il demeure important de cerner les avantages du mentorat pour l'organisation où travaille le mentoré. Tout d'abord, le mentorat est très utile pour orienter le mentoré et l'inviter à une nouvelle culture, à une nouvelle organisation, à une nouvelle façon de travailler et un nouvel emploi. La démarche l'aide à acquérir le type de conséquences en leadership et en gestion qui permettent d'améliorer l'efficacité de l'organisation. C'est ce que j'appelle parfois un développement parallèle. Nous aidons le mentoré à accroître ses compétences d'ordre supérieur, à s'améliorer comme personne, comme leader et comme communicateur et motivateur, ce qui a forcément un effet positif sur son milieu. Et son milieu, ça englobe son organisation, son service et ses relations avec les autres comme employé ou gestionnaire. Du point de vue de l'organisation, le mentorat peut aussi faciliter la planification de la relève, même lorsque le mentor et le mentoré ne travaillent pas dans la même organisation. En aidant les mentorés à perfectionner leurs compétences, nous aidons l'organisation à repérer ceux qui pourraient occuper des postes de niveau supérieur. En aidant les mentorés à accroître leurs compétences d'ordre supérieur en leadership et en gestion, nous aidons en fait l'organisation à déterminer comment former ses employés pour qu'ils puissent occuper de nouveaux postes et assumer de nouvelles fonctions. Le mentorat est également, et de plus en plus, un élément important de l'apprentissage et du perfectionnement continu des effectifs au sein des organisations. Nous en reparlerons quand nous aborderons les besoins du mentor. Les employés veulent de la formation et du perfectionnement qui peuvent d'ailleurs revêtir diverses formes, ateliers, cours magistraux, livres, webinaires, etc. Mais une forme d'apprentissage très efficace, tant pour l'organisation que pour le mentoré, est d'avoir l'occasion d'acquérir des compétences dans le cadre de son travail, grâce à des exemples, des situations et des contextes réels. Voilà, ici encore, cette idée de développement parallèle. Un autre avantage très important du mentorat pratiqué en interne, qui n'est sans doute pas le cas de la plupart d'entre vous pour le moment, mais qui pourrait l'être plus tard, a trait à l'image de marque de l'organisation. C'est une notion qui prend de plus en plus d'importance à plusieurs égards sur le marché du travail actuel.
Le fait de favoriser l'acquisition des compétences dans le milieu du travail même, à l'interne, et d'intégrer le mentorat à la gestion et aux relations de travail avec les mentorés, contribue à rehausser l'image de marque de l'organisation. En effet, le mentoré qui raconte que son employeur ou son ordre professionnel lui a trouvé un mentor contribue à rehausser l'image de marque. En faisant valoir le fait que CPA Canada lui permet de s'améliorer comme leader ou comme gestionnaire, il fait à son tour grandir CPA Canada. Passons maintenant à l'amélioration de la performance. De plus en plus d'organisations en viennent à la conclusion que les évaluations de rendement traditionnelles ne permettent pas vraiment d'améliorer le rendement. Elles représentent une sorte de bulletin de notes d'entreprise. Lorsque les employés obtiennent leur bulletin de notes, il est déjà trop tard pour agir. Et c'est précisément l'une des choses que l'on cherche à éviter dans les organisations. Dans notre système d'éducation, nous évaluons les étudiants au moment où ils ne peuvent plus changer les choses. Mais dans une organisation, le mentor peut aider le mentoré à mieux exécuter son travail et à accroître son rendement et à être pratiquement assuré d'obtenir un bon bulletin. Voilà de quoi il est vraiment question lorsqu'on parle d'apprentissage et de perfectionnement proactif, ainsi que d'amélioration de la performance. Et qu'en est-il du mentoré ? Vous accompagnerez probablement quelqu'un qui ne travaille pas dans votre organisation. Mais ce qui suit demeure pertinent pour vous à plusieurs égards. Examinons donc l'utilité du mentorat du point de vue du mentoré, dans ce cas-ci, votre étudiant. Voyons d'abord un concept important qu'on appelle le nouveau contrat psychologique. Un grand mot pour désigner la réalité des employés d'aujourd'hui. Les jeunes, les nouveaux arrivés sur le marché du travail, dans votre domaine et dans d'autres, exigent maintenant que la formation et le perfectionnement fassent partie intégrante du travail. L'époque est révolue, si elle a jamais existé, où l'on se disait simplement chanceux d'avoir un emploi. Aujourd'hui, les employés disent « C'est vrai, je suis chanceux d'avoir un emploi et une profession, mais vous êtes aussi chanceux de m'avoir. Et vous avez la responsabilité de m'aider à apprendre et à me perfectionner. » C'est ça, le nouveau contrat psychologique. C'est ce à quoi on s'attend maintenant dans les organisations, dans les domaines professionnels et dans les milieux qui offrent de la formation professionnelle comme celui des CPA. J'imagine que plusieurs d'entre vous se sont déjà dit « je réussis plein de choses au travail et personne n'en parle. Mais si je fais une erreur, j'en entends parler et pour la peine. » C'est un problème réel, car dans beaucoup d'organisations et de contextes, ce sont ceux qui ont le plus de problèmes qui reçoivent le plus d'attention. Et les plus performants, ceux qui travaillent très bien, passent moins de temps avec leurs supérieurs ou leurs menteurs qu'ils le voudraient. Les organisations pourraient répondre aux besoins des travailleurs performants en leur donnant accès à un mentor qui les aiderait à améliorer ce qu'ils font déjà bien. Pour le mentoré, c'est très motivant. Nous y reviendrons dans un autre module. Pour le moment, disons simplement qu'il est utile de pouvoir examiner les choses du point de vue d'un interlocuteur impartial, de discuter ce qu'on cherche à accomplir au travail, de ce qui s'est produit et du résultat obtenu. On utilise parfois le terme « identité du travail » pour désigner les résultats produits de certaines actions précises. Nous en reparlerons au cours des divers modules. Plus le mentoré est en mesure de parler de son travail et de faire ses résultats, plus il est motivé à travailler, même si ses résultats ne sont pas positifs. Le fait d'intégrer le mentorat au travail dans le contexte de l'organisation permet d'éviter le syndrome de la roue qui grince, c'est-à-dire des situations où les organisations, les gestionnaires et les mentors consacrent plus de temps et de ressources aux personnes qui posent problème qu'aux autres. Comme je l'ai mentionné dans la description des besoins de l'organisation, cette façon de faire peut aussi faciliter la gestion de la performance. Croyez-le ou non, les mentorés, vos étudiants, veulent que leur rendement soit évalué. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent bien travailler et pouvoir s'améliorer. Les gens veulent faire du bon travail. Je ne connais personne qui se présente au travail dans l'intention de mal travailler. Mais nous avons parfois besoin d'un peu d'encadrement, et celui qui fournit le supérieur n'est pas toujours suffisant. C'est là qu'intervient le mentor. Enfin, la possibilité d'avoir un mentor, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de l'organisation ou d'un professionnel de l'extérieur, peut amener les employés à tirer davantage de l'organisation et plus de satisfaction à leur travail.
Même si vous accompagnez quelqu'un qui ne travaille pas dans votre organisation, ces informations demeurent pertinentes. Comment le mentorat, la rétroaction, l'apprentissage, les nouveaux points de vue et la réflexion peuvent-ils permettre d'accroître la satisfaction des employés et des mentorés en leur apportant 4 éléments essentiels. Premièrement, des orientations. Lorsque vous travaillez avec un mentoré, vous lui fournissez probablement des orientations en vous appuyant sur ses objectifs. Si un mentoré veut par exemple être considéré comme un expert au sein de son organisation, vous lui direz sans doute « Voilà ce que vous pourriez accomplir, essayez de convaincre vos collègues de ceci, essayez de faire cela, démontrez vos compétences de telle ou telle façon. » Des orientations donc fondées sur un objectif. Quand les employés ont un objectif, ils savent ce qu'ils ont à faire et c'est ce qu'ils veulent. Deuxièmement, des indications. En plus de fournir des orientations, le mentor peut donner des indications. Vous pouvez dire au mentoré, vous voulez obtenir tel résultat? Je peux vous donner quelques conseils, voici ce qui a fonctionné pour moi. Troisièmement, la transparence. Le mentorat donne l'occasion aux gens de faire preuve d'ouverture, d'obtenir une rétroaction franche et simple, tout particulièrement dans votre cas, parce que vous n'aurez pas avec vos mentorés des liens d'emploi qui pourraient compliquer la démarche. Autrement dit, vous pouvez être très franc avec le mentoré d'une manière que le patron et le gestionnaire ne peuvent pas toujours se permettre. Enfin, l'évolution, le dépassement. Les gens veulent se dépasser, s'améliorer. Vous savez, ces 4 éléments, orientation, indication, transparence et évolution, me font toujours penser à une histoire que j'ai entendue à propos d'une femme très riche qui avait engagé un domestique pour prendre soin de ses enfants, faire le ménage et s'occuper de la maison. La dame n'était pas satisfaite du travail de l'employé, mais elle hésitait à lui en parler et n'arrivait pas à lui dire simplement qu'elle n'aimait pas sa façon de faire les choses. Elle se culpabilisait en se disant que la domestique n'avait pas eu les mêmes possibilités qu'elle dans la vie, qu'elle n'avait pas un gros revenu, etc. Évidemment, cette attitude n'est pas tellement sensée parce que, en fait, n'importe quel employé veut faire du bon travail et impressionner son employeur. La transparence est le seul moyen de donner au mentoré une rétroaction ouverte et franche qui l'aidera à progresser. Et c'est ce que vous avez l'occasion de faire en tant que mentor. Qu'en est-il maintenant de vos besoins en tant que mentor? En quoi le mentorat peut-il vous être utile? Ce programme que vous suivez vous offre une occasion en or de faire preuve d'humanisme. Le mentorat vous permettra d'aider d'autres personnes à préparer leur avenir et de laisser votre marque dans votre domaine de travail. La possibilité de laisser son empreinte, d'avoir une influence sur l'avenir d'une organisation ou d'un domaine de travail n'est pas donnée à tout le monde. Un des besoins les plus élémentaires des êtres humains est ce qu'on appelle la générativité, c'est-à-dire la capacité d'influer sur les générations futures. Les positions d'exercer une telle influence ne sont pas nombreuses et vous en avez une ici. La possibilité de transmettre vos connaissances et votre expérience en indiquer ce qui a fonctionné pour vous est une source de grande satisfaction. Il est très gratifiant d'aider quelqu'un et de voir les résultats de ses efforts. En particulier dans votre cas, étant donné que vous allez rencontrer le mentoré à plusieurs reprises. Vous aurez la possibilité de l'aider à définir un objectif, de déterminer des comportements qui lui permettront d'atteindre cet objectif et de le revoir par la suite pour évaluer les résultats obtenus. C'est très stimulant. Pour certains, cette démarche peut être l'étincelle qui donne un nouvel élan ou un nouveau sens à leur travail. Elle peut aussi permettre au mentor d'améliorer ses propres compétences en formation et en relation d'aide, compétences essentielles aux gestionnaires et aux leaders productifs. Comment s'y prend-on pour aider les autres? Que faut-il apprendre pour pouvoir y arriver? Vous savez, vous apprendrez aussi des choses en enseignant et en pratiquant le mentorat. Ce programme peut être une sorte de révision pour vous. Il couvrira probablement beaucoup de choses que vous savez déjà, mais parfois un petit rappel de certaines notions peut être très utile, surtout si vous ne les utilisez pas dans tous les aspects de votre travail. Un des aspects vraiment intéressants du mentorat, c'est qu'il permet au mentor d'apprendre de nouvelles choses aux étudiants,
de s'ouvrir à de nouvelles idées et de faire le plein d'exemples et d'expériences qui viennent enrichir son travail et sa carrière. Quels sont les objectifs sociaux et professionnels du mentorat? Nous aborderons cette question brièvement pour le moment et nous y reviendrons tout au long du programme. Rappelons que parmi les objectifs du mentorat figurent l'assistance, l'enseignement, l'apprentissage de l'écoute ou le simple rappel de la difficulté d'écouter. Le mentorat, c'est aussi apprendre des autres, établir des relations et des liens qui permettent de donner des conseils, créer des réseaux, se rapprocher d'un jeune qui vient d'entrer dans la profession. Parce que le mentorat ne consiste pas à analyser ou à juger, il nous apprend l'humilité. Et je pense qu'il s'agit là d'une qualité essentielle, peu importe l'emploi ou la fonction qu'on occupe. Le mentorat nous aide aussi à voir qu'il y a des points de vue et des objectifs différents, des expériences différentes propres à chacun. Le mentor aide le mentoré à acquérir des compétences dans le contexte même où il les utilise, ce qui est bien plus efficace que beaucoup d'autres méthodes d'apprentissage. En faisant voir au mentoré l'utilité des compétences d'ordre supérieur, vous les aidez à se perfectionner et à faire progresser leur carrière. Alors, comment pratique-t-on le mentorat? Le mentorat peut revêtir différentes formes, mais nous nous attarderons au mentorat externe, au mentorat interne et bien entendu à votre rôle dans le programme de mentorat qui vous occupe. Tout d'abord, le mentorat externe. C'est une forme de mentorat assez fréquente. Dans ce cas, le mentor professionnel ne provient pas de l'organisation. Il est souvent engagé par l'organisation pour travailler auprès d'un cadre supérieur, d'un gestionnaire ou d'un employé de niveau supérieur. Les objectifs à atteindre peuvent être définis par le mentoré, mais ils peuvent aussi l'être par son supérieur ou par l'organisation elle-même. Le mentor externe est généralement engagé pour effectuer un travail précis. Par exemple, mettre en pratique un exemple défini de compétences axées sur l'évaluation du rendement, pallier un manque de compétences données au sein de l'organisation, élaborer un programme d'amélioration du rendement pour un employé qui éprouve des difficultés ou répondre à d'autres besoins de l'organisation. La démarche se déroule sur plusieurs séances, étalées sur une période définie, qui se tiennent généralement à l'extérieur du bureau. Le mentor professionnel externe utilise souvent ses propres locaux ou se rend dans un café ou un lieu neutre pour travailler avec le mentoré. Le mentor interne est habituellement un mentor professionnel et formé qui travaille au sein de l'organisation, généralement au service des ressources humaines. Il peut s'agir d'un gestionnaire d'un autre service ou encore d'un supérieur du mentoré, ce qui peut toutefois présenter des défis particuliers. En effet, il est parfois très difficile de combiner des relations patron-employé et mentor-mentoré-employé. Les principaux problèmes qui surviennent dans ce genre de situation concernent la transparence, la confidentialité, les erreurs de jugement et les conflits d'intérêts. Ce qui m'amène à parler à ce qui est exceptionnel dans votre rôle de mentor. Vous serez dans la plupart des cas un mentor provenant de l'extérieur de l'organisation des mentorés. Et vous les aiderez à établir des objectifs professionnels. Vous n'agirez pas comme conseiller de carrière auprès d'eux, mais ce que vous leur enseignerez aura peut-être une influence sur leur carrière. Comment? Vous les aiderez à accroître leurs compétences, à mieux faire leur travail, à devenir de meilleurs gestionnaires et à mettre en valeur et à perfectionner les compétences d'ordre supérieur dont ils ont besoin pour réussir, ce qui est en fait le but ultime du programme. Vous aurez en effet l'occasion d'aider les mentorés à acquérir ces compétences d'ordre supérieur, des compétences en leadership, des habiletés sociales, la capacité de travailler avec les autres, d'établir des relations interpersonnelles, de gérer les conflits, d'améliorer leur conscience d'eux-mêmes et leur QE, quotient émotionnel, et de les aider en fin de compte à acquérir des compétences qui leur permettront de prendre les décisions les plus judicieuses sur le plan professionnel. Vous savez, nous abordons des théories et des idées à la fois complexes et intéressantes. Mais parfois, le mentorat est simplement une forme d'encouragement, une petite tape dans le dos pour donner un élan. Tentons de ne pas perdre cela de vue. Qu'est-ce qui nous attend aux prochaines étapes? Des choses passionnantes. Nous allons examiner comment le mentorat peut permettre d'accroître la performance au travail.
Nous allons passer en revue différents moyens de rehausser le rendement du mentoré. Nous parlerons un peu de la motivation pour comprendre ce qui motive les gens, un concept important pour le mentor. Nous examinerons quelques contextes d'application du mentorat et nous parlerons des liens entre la motivation et l'établissement d'objectifs. Nous verrons comment le fait d'établir ces objectifs aiguise la motivation